Je sais que la majorité d'entre vous, vous faites la formation premièrement pour vous-même. Et c'est la première raison pour laquelle on vient ici. La PNL est associée aussi au développement personnel, vous savez, à travailler sur soi, à la croissance. J'ai entendu les commentaires de plusieurs d'entre vous tout à l'heure qui disaient les raisons pour lesquelles vous veniez ici. Et je me permets de redire certaines choses parce que même les gens à la maison, il y a des raisons pour lesquelles vous faites la formation de base en PNL et souvent ça revient aux choses similaires. La première chose, c'est pour améliorer votre communication. Savoir mieux dire les choses, mieux comprendre les choses. Souvent, la deuxième raison aussi, de faire de la PNL en général, mais plus particulièrement la base, c'est pour prendre conscience de nos attitudes, de nos croyances, de comment on vit les choses, comment on place les choses à l'intérieur de nous. L'autre raison, c'est de générer des changements. Donc, j'ai des comportements ou j'ai des façons de penser qui sont moins adéquates ou qui ne me conviennent plus, qui ont été bonnes pendant un certain temps, mais j'ai plus envie de vivre de cette manière-là. Donc là, on a plein d'outils pour générer les changements au niveau de nos représentations internes aussi et en règle générale, même nos comportements externes. Donc, c'est sûr que ça, c'est déjà des bonnes raisons. Ensuite, il y en a d'entre vous qui sont là parce que vous voulez l'utiliser dans votre métier, dans votre profession. Alors, ça peut être dans le métier que vous avez déjà, comme par exemple pour mieux communiquer avec des collègues, avec des amis. Ça peut être aussi carrément pour vous, pour clarifier vos objectifs, pour savoir mieux où vous enligner, pour mieux faire arriver les choses. Et ça peut être, pour certains d'entre vous, parce qu'il y en a qui sont du métier de l'accompagnement et qui vont être aussi, certains, du métier de l'accompagnement bientôt, c'est ce que j'ai entendu. Donc, c'est aussi pour aller chercher les outils, pour ensuite dire, ben, comment est-ce que je vais pouvoir prendre ça et l'utiliser dans mon métier ou la carrière de thérapeute, de psychothérapeute ou de coach. Donc, selon le métier que vous allez choisir, c'est toujours un outil magnifique et additionnel que faire la formation en PNL. Donc, la PNL est là depuis très longtemps, donc c'est pas nouveau, mais c'est nouveau pour beaucoup de personnes dans le sens que vous n'en avez peut-être pas entendu parler de cette manière-là. Ou certains d'entre vous, vous avez entendu parler de d'autres personnes dans le milieu de la PNL ou autres avant la PNL, et je vais vous faire l'historique de la PNL dans un instant pour qu'on sache un petit peu où se placer. Moi, j'aime beaucoup parler de l'historique de la PNL, pas juste pour retourner dans le temps, mais aussi pour comprendre les fondements. C'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui est en arrière de l'approche. Et non pas juste apprendre une approche pour apprendre une approche, mais comprendre toute la façon de penser. Parce que cette façon de penser-là, c'est une façon de penser qui va nous aider, et je parle de moi aussi, parce que ça fait plus de 30 ans que je fais de la PNL, mais nous aider à changer nos attitudes, justement, nos valeurs et nos croyances. Donc, c'est tout ce système-là qui nous aide à bouger et qui nous aide à changer. Donc, c'est ce que j'adore de cette discipline, que je fais encore une fois depuis déjà des années, des années, des années. Certains d'entre vous m'avaient déjà vu via Internet, donc soit sur YouTube ou des entrevues ou des conférences que j'ai données, parce que comme je fais ça depuis très longtemps, ben, certains m'ont vu, voilà, et puis je sais que certains d'entre vous, vous êtes en présentiel en ce moment pour ces raisons-là aussi. Et peut-être que vous, à la maison, ben, c'est une des raisons aussi pour laquelle vous avez choisi de faire cette formation-là avec nous. Donc, allons dans l'univers magnifique, réellement, de la PNL, programmation neuro-linguistique. Donc, dans votre manuel, vous pouvez suivre avec les diapos si vous le souhaitez. Donc, vous avez la majorité des diapos disponibles dans le manuel. Et les personnes qui sont à la maison, ben, vous pouvez télécharger le manuel. Il est dans l'endroit où il y a votre tableau de bord, où toute l'information vis-à-vis de la formation va être placée. Donc, les influences de la PNL. Je ne sais pas où vous étiez dans les années 70, 60, 50. Certains pas encore là. D'autres, oui, ça dépend de l'âge que vous avez. Et il y a eu beaucoup de mouvements dans les années 70, on va dire, dans les démarches de développement personnel et dans les différentes disciplines, incluant l'approche de la PNL. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que l'on sait, qu'on ne savait pas à l'époque. Et il y a eu énormément de recherches qui ont été faites avec les années. La PNL est arrivée à un endroit dans la planète, donc c'est arrivé plus en Californie
à l'époque, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui bougeaient énormément à cet endroit-là. Mais très rapidement, ben, c'est parti dans toutes sortes de pays. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est presque dans tous les pays du monde, en fait, où on retrouve, je dis presque parce que pas encore, mais presque dans tous les pays du monde, où il y a des gens qui font de la PNL, qui coachent avec la PNL, qui font de la thérapie avec la PNL, qui aident les gens en difficulté avec la PNL, qui font du développement personnel avec la PNL, ou carrément qui l'enseignent aussi. Donc, ça a beaucoup, beaucoup bougé, ça a beaucoup évolué. Et pour quelles raisons? Bien, pour les mêmes raisons pour lesquelles vous êtes ici aujourd'hui. C'est que vous savez à l'intérieur de vous, de manière plus intuitive peut-être, mais aussi parce que vous avez lu là-dessus, vous êtes renseigné, mais que c'est une approche qui correspond peut-être à vos valeurs, à votre façon de penser et à vos besoins. Moi, quand j'ai commencé à faire de la PNL, et là je remonte encore une fois il y a pas mal de temps, ça correspondait tellement à ma réalité et je me suis dit enfin une discipline qui va me permettre de mettre des mots sur des choses que je vis et que je fais déjà. Donc, ce qui est magnifique de cette approche-là, c'est qu'elle est très proche de votre réalité. Elle est très liée à ce que vous vivez et ce que vous désirez et ce que vous pensez. Mais c'est de comprendre comment ça fonctionne et ensuite ben, de le reproduire parce que vous comprenez ce que vous dites ou ce que vous vivez ou ce que vous allez faire. Donc, au lieu que ce soit je fais quelque chose puis de temps en temps ça donne des résultats, là, c'est plutôt comment est-ce que je peux reproduire des choses que je sais qui vont donner des résultats. Donc, quand j'ai commencé, et je parle de moi parce que c'est en lien avec la PNL aussi, quand j'ai commencé à apprendre pour la première fois la PNL, j'avais 16 ans. Donc là, je remonte à pas mal d'années déjà, une quarantaine d'années, en fait 40 ans exactement. Quand j'ai commencé à apprendre la PNL pour la première fois, c'était des Américains qui étaient venus au Canada pour donner des formations, mais ils n'appelaient pas ça de la PNL à l'époque. Mais en fait, c'était l'approche PNL parce qu'ils étaient enseignants PNL. Mais ça faisait partie des tout premiers enseignants PNL aux États-Unis. Vous savez, c'était très récent à l'époque. Et ils étaient venus ici pour des projets, pour aider la faim dans le monde. Donc, ils avaient une philosophie de plus on ouvre, plus on facilite les choses, plus les gens peuvent changer et plus on peut aider et améliorer la planète. C'était dans leur philosophie. J'ai beaucoup adhéré à leur philosophie parce que je trouvais que c'était très intéressant. Et je venais d'un milieu, mes parents avaient une grande ouverture d'esprit. Donc, j'étais attirée naturellement par ces milieux-là. Et en plus, comme j'étudiais en anglais et en français, j'étais parfaite bilingue, bien, on m'avait engagée, on peut dire comme ça, gratuitement, bénévolement, pour faire la traduction des documents, mais aussi pour faire l'interprétation, c'est-à-dire pour spontanément traduire ce que les gens disaient. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'interprétation, mais moi, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est que j'entends et j'intègre en même temps. Donc, c'était un bonus pour moi. Je faisais quelque chose que j'aimais et en même temps, j'intégrais. Et ces gens-là m'ont donné vraiment le désir d'apprendre la discipline de la PNL. Et quand ils sont revenus un petit peu plus tard, ils sont venus donner une formation intensive d'une semaine qui était de développement personnel avec l'approche de la PNL. Et j'avais 18 ans à l'époque et je me suis inscrite à cette formation-là et ça a complètement transformé ma vie. Et c'est à cette formation-là que j'ai dit un jour, et certains d'entre vous, je sais que ça fait partie de votre projet, un jour j'accompagnerai les gens avec cette approche que je trouve magnifique pour l'avoir vécue et un jour je l'enseignerai. Parce que je ne peux pas croire qu'il n'y a personne dans la francophonie, parce que je remonte à il y a 40 ans, qu'il n'y a personne dans la francophonie qui connaît ça. Parce qu'il n'y avait rien, en fait, dans la francophonie à l'époque. Et moi, j'avais tout fait ça en anglais, parce que c'était les États-Unis que c'était parti. Donc, c'était une période assez fascinante. Si on retourne dans le temps, certains d'entre vous, vous êtes trop jeunes pour connaître cette époque-là, mais vous allez en entendre parler aussi. Donc, qu'est-ce qui se passait? Alors, on est en Californie, dans la région de San Jose, près de la Silicon Valley, près de l'Université de Santa Cruz, pas tellement loin du centre de l'école de Palo Alto et près de l'Institut Big Sur qui est à East Allen, qui est juste un tout petit peu plus bas. Donc, pour faire une histoire courte, mais une histoire qui est importante dans la compréhension de la discipline de la PNL, c'est qu'à cette époque-là, il y avait à Big Sur, donc à East Allen, il y avait un centre de développement personnel. Dans ce centre-là, il y avait des gens de tous les pays du monde qui se rassemblaient. Enfin, vous savez, à l'époque, c'était le temps du...
n'est-ce pas? Donc, yes. Donc, il y avait une ouverture d'esprit assez intéressante. Les gens venaient de partout pour explorer, pour se rencontrer. Et particulièrement à cet endroit-là, ils enseignaient les massages Isalen, donc des techniques de massage, c'était l'endroit pour ça. Et ils avaient une grande ouverture d'esprit. Donc, sur place, ils donnaient toutes sortes de formations. Et il y avait un mélange de scientifique, spirituel, comme un bel équilibre entre les deux, un peu comme on verrait par la suite avec la psychologie transpersonnelle, qui est le lien entre la psychologie et, donc, la psychologie et spirituelle, basé sur le côté scientifique. Donc, dans cette période à Big Sur, dans cet endroit particulier, il y avait ce centre de formation. Et dans ce centre de formation, il y avait des formations, bien sûr, qui se donnaient, entre autres, en gestalt thérapie. Donc, je vois que plusieurs d'entre vous hochez la tête, donc vous avez déjà entendu parler de la gestalt thérapie. La gestalt thérapie avait été développée par le psychiatre Fritz Perls dans ces époques-là. Et Fritz Perls était dans la continuité de Freud, mais un peu dissident dans son approche, et avait développé une philosophie lui-même qui était de emmener les gens à changer à travers du mouvement de position, de rôle. Donc, ce qu'on appellerait aujourd'hui en PNL, puisqu'on a repris beaucoup de choses de Perls, les positions de perception. Les jeux, et on prenait souvent des chaises dans la gestalt avec Perls. Donc, sur place, il y avait Perls qui était là, mais il y en avait d'autres aussi qui étaient sur place et qui enseignaient différentes disciplines. Pas tellement loin de là, à l'université de Santa Cruz, pour faire un petit jeu québécois, là où ça cruisait, n'est-ce pas? Donc, pour les gens de l'étranger qui ne connaissent pas l'expression, c'est là où on s'amusait à découvrir des partenaires. Donc, c'était l'époque, n'est-ce pas, pour ça aussi, de faire des belles rencontres, de toutes sortes de rencontres. Bien, il y avait plusieurs personnes qui étaient à l'Université de Santa Cruz qui, pour nous, ont de l'importance dans la PNL. Il y avait Richard Bandler, qui était étudiant à l'époque en psychologie. Et il y avait John Grinder, qui lui était enseignant au doctorat à cette époque-là, au doctorat en linguistique, mais toujours à l'Université de Santa Cruz. Et ces deux personnages-là se sont rencontrés donc à l'université. Et l'histoire veut que Fritz Perls, donc qui enseignait la gestalt thérapie à l'université, pas à l'université, mais à Isalen, à Big Sur, bien, était un enseignant de Richard Bandler. Vous pouvez nous dire comment vous écrivez Fritz Leur? Oui, Fritz Perls. Alors, dans votre manuel, si vous allez un petit peu plus bas, vous allez le retrouver, mais vous voyez, c'est F-R-I-T-Z-P-E-R-L-S. Si je vais à la prochaine diapo, qui est celle-ci. Voilà, Fritz Perls. Ça va? Donc, je vais juste le revenir. Ouais. Donc, Perls enseignait la gestalt-thérapie et ce qui se passait à ce moment-là, c'est que Richard Bandler adorait la gestalt-thérapie. Il était à l'université en psycho, il étudiait, mais il apprenait en même temps la gestalt. Et à un moment donné, il est arrivé ceci, il s'est dit, Perls commence à être assez vieux. Et Perls avait commencé à enseigner la gestalt pour la relève, pour qu'il y ait des personnes qui utilisent l'approche. Et Bandler s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que l'approche continue et que les gens l'enseignent bien? Donc, il a commencé à modéliser Perls. En d'autres mots, il a fait comme lui. Il disait, ah, Perls dit ça, je vais tester ça. Donc, ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il allait suivre les cours de Perls et quelques jours après, à l'université de Santa Cruz, il avait monté un groupe de pratique de la gestalt et ces gens-là, ils faisaient ce qu'il avait appris quelques jours précédemment. Donc, ils mimaient Perls. Même au début, c'était juste drôle parce que Perls fumait le cigare, puis Bandler utilisait le cigare. Bon, on n'a pas besoin de mimer à ce point-là, vous savez. Mais au départ, il pensait qu'il fallait tout mimer pour être capable de modéliser complètement puis bien intégrer. Donc, très rapidement, Richard Bandler s'est rendu compte qu'il y avait une façon de dire les choses qui était dans la méthodologie de Perls qui faisait une différence. Parce que quand il donnait ses formations, donc à l'université, très rapidement, les étudiants ont dit que c'était les miracles. Ils ont appelé ça les mercredis miraculeux.
Pourquoi? Parce que Richard Bandler générait des changements chez les gens et il le faisait uniquement en ayant modélisé ce que Fritz Perls faisait quelques jours avant. Donc, Bandler s'est dit, il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Mais comme il n'était pas spécialiste du langage, de la tournure des phrases, de la méthodologie réellement qu'on pourrait faire pour faire un processus complet de modélisation, il s'est dit, qui d'autre à l'université serait capable de m'aider dans ce projet-là? Et c'est là qu'il a rencontré, à l'université bien sûr, John Grinder. John Grinder était enseignant à l'université alors que Bandler était étudiant, juste pour faire un... Et ils n'avaient pas tout à fait le même âge, une dizaine d'années de différence, mais quand même assez jeunes. Bandler était à l'université très très jeune, 17-18 ans, il était déjà là parce qu'il était bolé, hyper intelligent. Il a commencé très jeune. Et on lui a dit, tu sais, il y a Grinder qui est là et qui pourrait peut-être t'aider dans ton projet. Donc, il est allé cogner à la porte du professeur Grinder. Et il lui a dit, j'ai un projet et j'aimerais faire en sorte de pouvoir transférer les apprentissages de la Gestalt. Figurez-vous que Grinder s'est dit, j'ai aucun intérêt au projet. Il faut comprendre qu'il était linguiste, il n'était pas psychologue déjà au départ. Mais Richard Bandler étant tenace, il s'est organisé pour frapper à la porte très souvent et il a tourné son projet dans le sens linguistique. Donc, il a en fait vendu le projet en disant, si on faisait l'analyse de la structure du langage que cet homme a, Peirce, pour faire en sorte de générer des miracles et des changements chez les gens. Et là, comme on parlait de structure du langage, Grinder, en bon linguiste, a accepté de travailler sur le projet. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Bien, ils ont tous les deux, Bandler et Grinder, analysé la structure du langage de Fritz Perls. Qu'est-ce qu'il disait à son client qui faisait en sorte que ça générait un changement? Et en PNL, de cette expérimentation-là, est venu au monde le modèle qu'on appelle aujourd'hui le métamodèle, ou le modèle du modèle. Et le modèle du modèle étant la structure du langage de Fritz Perls. Comment Peirce posait les questions. Et c'est quelque chose que vous allez apprendre dans vos formations en PNL. Une magnifique structure de langage. C'est pas juste les mots, c'est comment poser les questions pour générer les changements. Donc, Peirce était assez âgé, je reviens à ça, et Bandler a commencé donc à utiliser ce projet de modélisation pour lui-même faire des sessions de gestalt-thérapie. Mais au fur et à mesure qu'il étudiait la gestalt et qu'il étudiait la psychologie, avec un autre collègue à l'époque qui s'appelait Frank Puslik, qui lui était spécialisé dans le domaine des dépendances, qui était aussi de la région de Santa Cruz. Ils étaient tous ensemble à cette époque-là. Ils ont tous les trois, Grinder, Puslik et Bandler, décidé de pousser les études un peu plus loin et d'étudier quelqu'un d'autre qui était assez connu à l'époque, dans ces années-là. Donc, vous voyez toute la période du contexte des différentes années. Une autre personne qui était assez connue à l'époque, qui était Virginia Satir, la mère de la thérapie familiale. Virginia Satir recevait des familles en thérapie. Et c'est une des premières intervenantes à dire, si on change juste un enfant et qu'on ne change pas le système, les choses risquent de ne pas vraiment bien évoluer ou à la limite encore moins bien évoluer. Donc, elle recevait les parents et les enfants ensemble et c'est ce qu'on a appelé la thérapie familiale systémique. Ça a été une des premières à utiliser cette façon de faire. Et elle était tellement novatrice à l'époque que Bandler et Grinder se sont dit, on aimerait bien la rencontrer, on aimerait bien la modéliser pour voir comment elle fait, cette personne-là. Et comme la vie fait tellement bien les choses, je ne sais pas si vous croyez à la synchronicité des événements. Ah oui, hein? Ouais, hein? C'est ça, hein? Voilà. Donc, au bon moment, à la bonne place, il se passe quelque chose, c'est magique, c'est fabuleux. Figurez-vous que Bandler étant très jeune, il avait 18 ans à l'époque, il était à l'université, il n'avait pas une scène ou pas beaucoup d'argent, il n'y avait pas grand-chose à manger dans son frigidaire. Il avait trouvé un petit boulot.
Voilà, pour gagner sa vie, pour payer ses études. Mais ce n'était pas n'importe quel petit boulot. Vous savez, la majorité des gens, un petit boulot, ça pourrait être dans un resto, ça peut être dans une épicerie dépanneur chez nous au Québec. Non, non. Lui, c'était dans une maison d'édition. Et c'était particulièrement corriger des manuscrits et écrire des textes pour les auteurs. Donc, vous savez, il y a plein de gens qui écrivent des livres pour des auteurs, mais leurs noms apparaissent nulle part, mais ils l'ont fait pareil. Donc, c'était son métier. Il avait une belle plume, il écrivait bien, et il a été engagé par une maison d'édition pour faire ça. Et comme le hasard n'existe pas, dans cette maison d'édition, elle était spécialisée, devinez en quoi, en psychologie. Donc, qui étaient les auteurs? Qui étaient les auteurs favoris de Bandler à l'époque? Ben, Peirce, parce qu'il était un des auteurs de cette maison d'édition, et Virginia Satir. Donc, le propriétaire de la maison d'édition a dit ceci à Richard Bandler. Nous avons une nouvelle auteure, Madame Satir, qui a besoin d'un coup de pouce pour l'écriture de son livre. Et voilà, la vie est belle. La vie est belle. Et c'est sûr que Bandler en avait déjà entendu parler. C'était une de ses idoles dans sa façon de dire et de faire les choses. Et là, il a été engagé pour partir de la Californie, tout payer, pour aller à Toronto, au Canada, pour un congrès de thérapie familiale animé par nul autre que Virginia Satir. Et le travail de Bandler était lequel? Bien, il devait enregistrer tout ce que Virginia disait pour reprendre ça après pour en faire un livre. Donc, le premier livre qui est sorti de Virginia Satir sur la thérapie familiale, ben, vous le verrez dans le livre, c'est marqué Richard Bandler. Assez surprenant quand même. Mais le monde est petit. Le monde est petit. On finit tous par se retrouver à une certaine époque. Donc, Bandler était là. Vous savez, c'est vitre sans teint. C'est-à-dire, on voit d'un côté comme un miroir et de l'autre côté, on peut voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Donc, il était de l'autre côté dans une salle et puis il regardait Virginia Satir qui donnait sa conférence. Et à un moment donné, Virginia, devant plein d'intervenants et de spécialistes en thérapie familiale, parce que c'était sa clientèle, c'est pour ça qu'elle allait là, elle leur a posé une question. Donc, voilà, Virginia Satir, je pose une question à l'auditoire. Et voici ce qui s'est passé. Personne n'a répondu. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais dans un grand auditoire où il y a plein de personnes, quand il y a un silence plus que quelques minutes, ça commence à faire bizarre un peu. Donc, elle a posé une question et les gens n'ont pas été capables de répondre. Et Richard Bandler, de l'autre côté avec les écouteurs, il a enlevé ses écouteurs, a couru dans la salle et a été donné la réponse. Et là, Virginia Satir a dit, là, il y a vraiment quelque chose de particulier. Comment est-ce que ce jeune homme a fait pour savoir la réponse, alors qu'il n'est même pas formé en thérapie familiale et que les gens qui étaient là n'ont jamais trouvé la réponse. Vous comprenez le principe. Donc, elle est allée le voir après. Elle savait que c'était lui qui était en train de préparer les textes pour son livre. Dire ça, elle le savait. Elle est allée le voir après et elle a tellement été emballée de ce qu'elle a discuté avec lui qu'elle l'a encouragé à être modélisé pour qu'il lui explique comment elle fonctionnait. Donc, en fait, ce qu'il a répondu à Virginia Satir, parce qu'elle lui a dit, mais comment vous avez fait pour avoir la réponse? Il lui a dit, à la force d'entendre vos réponses et votre dialogue, j'ai décodé votre structure du langage et cette réponse, c'était la conséquence logique de ça. Wow! Ouais, très belle histoire. Donc, c'est là que Virginia a dit, ben moi, j'ai envie d'apprendre. Je veux être modélisée. Parce que comme Fritz Perls, elle avait le désir, elle aussi, de transmettre. Et elle aussi, elle avançait en âge. Donc, c'était un bon moyen de découvrir sa façon de faire. Donc, il s'est passé quoi? Ben, Bandler a donc modélisé Fritz Perls avec Grinder. Ils ont décodé la structure et ils ont fait la même chose avec Virginia Satir. Et ils ont découvert quelque chose de phénoménal. C'est que Virginia Satir et Fritz Perls utilisaient la même structure de langage. Pas les mêmes mots, mais la même structure de langage. Par contre, c'était deux approches complètement séparées. Gestalt, thérapie familiale, deux choses. Et en plus, la petite histoire dit, parce qu'ils se connaissaient, Peirce et Satir, que quand ils étaient ensemble dans des comités, qu'ils ne s'entendaient pas du tout. C'est assez surprenant qu'on dise que ces gens-là ne s'entendaient pas du tout, alors que dans les faits, ils utilisaient la même structure de langage. Donc, Grinder et Bandler se sont dit, wow, là, on pense qu'on tient quelque chose d'important.
Et c'est là qu'ils ont finalisé le métamodèle. Donc, le métamodèle, en fait, c'est un processus de modélisation de Peirce et de Satir. Et c'est la façon de ces grands maîtres-là, du domaine de la communication et de la thérapie, de structurer les questions et le langage pour générer des changements chez les gens. Donc, la PNL a tout de suite eu un modèle extraordinaire, dès le démarrage. Donc, Peirce et Satir. Et là, il s'est passé autre chose, toujours avec la maison d'édition. Donc, le propriétaire de la maison d'édition savait bien sûr les travaux et les recherches que Bandler faisait. Et il lui a dit, écoute, j'ai entendu parler d'un drôle de bonhomme. Comme ça qu'il l'a appelé, un drôle de bonhomme. Il s'appelle le docteur Milton Erickson. Et il a développé une approche différente pour faire de l'hypnose. Et je pense que ça devrait t'intéresser. Donc, Bandler a contacté le docteur Erickson et ils se sont entendus pour que Bandler le modélise. Donc, Bandler a fait quoi? Bien, il a écouté des vidéos, des enregistrements, il a parlé au docteur Erickson et il a décodé la structure du langage du docteur Erickson. Et là, il est arrivé quelque chose aussi d'incroyable, qui est qu'ils ont trouvé, et là je parle des créateurs de la PNL, ils ont trouvé que la structure du langage de Milton Erickson était complètement opposée à celle de Peirce et de Satir. Et ils ont découvert un nouveau modèle qu'ils ont appelé le modèle de Milton ou le Milton modèle, selon les livres, selon les écoles. Donc, qu'est-ce qu'ils en ont conclu? Bien, ils en ont conclu que d'un côté, Peirce et Satir posaient les questions d'une certaine manière et que la manière qu'ils posaient les questions, c'était des questions pour approfondir et questionner le client et vraiment pour spécifier l'information. Même chose avec Virginia et avec Fritz Peirce. Et ils ont écrit un premier livre qui était la thèse finalement de maîtrise de Richard Bandler à l'Université de Santa Cruz, où il a écrit The Structure of Magic 1, la structure de la magie 1. Et là, c'est toute la structure du langage. Donc, en d'autres mots, la base de ce qu'on va voir ensemble un peu plus tard, qui est le modèle de méta ou le métamodèle. Le métamodèle.